Erreur à éviter si tu veux développer ton activité de conseil en fleurs de bac. Je suis Mathilde Juan, fondatrice de Médite en Fleurs, une école en ligne dans laquelle j'enseigne la médecine des fleurs et les fleurs de bac en particulier. J'ai été thérapeute pendant de nombreuses années avant de transmettre et de former à mon tour des professionnels et je sais à quel point démarrer une activité de thérapeute, c'est un vrai challenge qui va bien au-delà de maîtriser une technique de thérapie comme les fleurs de bac, la sophrologie ou la réflexologie par exemple. Ça demande de construire une posture thérapeutique, ça demande de savoir poser un cadre clair et sécurisant, d'apprendre à communiquer pour se faire connaître. En fait, ça demande vraiment des capacités et des compétences de gestion d'une petite entreprise. Dans cette vidéo, je te partage cette erreur que je vois couramment parmi les thérapeutes en général et les conseillères de fleurs de bac en particulier. J'en ai fait un bon nombre, la pire, je crois, c'était la 7e. Et il y en a d'autres que j'ai beaucoup observées auprès des professionnels que j'accompagne. Alors les conséquences de ces erreurs, souvent c'est une activité qui ne décolle pas ou qui végète. Et le risque c'est qu'au bout d'un moment, on se décourage et on laisse tomber, quitte à reprendre un métier alimentaire. Et ça, je pense que pour toutes celles et ceux qui sentent l'appel pour être thérapeute et en particulier pour conseiller les fleurs de bac, c'est vraiment dommage de perdre de vue cette vocation pour des questions de posture thérapeutique. Donc, pour éviter ça, pour que tu puisses rester sur ton chemin de vie et vraiment réaliser ta mission d'âme avec les fleurs de bac, eh bien, je te partage ces 7 erreurs que je te conseille d'éviter. Si tu le souhaites, tu peux télécharger un fichier qui reprend en détail les erreurs et leurs solutions pour pouvoir les consulter plus tranquillement, les regarder à tête reposée. Tu verras qu'il y a aussi des questions pour t'aider à faire un autodiagnostic et de voir où tu en es par rapport à ces points d'achoppement. Alors la première erreur que je vois surtout chez les professionnels qui s'installent, c'est de baisser tes tarifs en espérant attirer plus de monde. Alors ça pose vraiment plusieurs problèmes. Déjà, ça peut vraiment engendrer un cercle vicieux avec le sentiment de manque de légitimité, c'est-à-dire par exemple se raconter que tel thérapeute est là depuis 10 ans, donc c'est normal qu'elle ait un tarif plus élevé que le nôtre. Donc on va se placer en dessous, sauf que si la thérapeute en question n'a pas travaillé sur l'argent et qu'elle a des tarifs vraiment bas, et ben on va se mettre encore plus bas. Donc ça c'est un problème et ça vient renforcer ce sentiment de manque de légitimité. Le deuxième problème, c'est que des tarifs de séance bas peuvent donner l'impression d'une thérapie bradée. Le problème de te positionner uniquement sur le prix, c'est que tu vas pas forcément attirer les bonnes personnes, pas forcément attirer les personnes qui sont les plus motivées, les plus engagées pour s'engager dans un processus d'évolution avec la thérapie florale. Je te donne un exemple parce que peut-être que j'ai l'air de juger, mais en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai fait, donc je te parle en connaissance de cause. Je me souviens à l'époque où j'ai ouvert mon cabinet, j'ai commencé en tant que psychanalyste et je proposais des séances à 50 €. C'était dans les années 2008, c'était à peu près les tarifs qui se pratiquaient en province. Et je me souviens d'une jeune femme qui est venue à moi et qui était vraiment dans un sentiment d'urgence et de détresse. Vraiment, elle est arrivée à moi en me positionnant comme la sauveuse. Il faut que vous m'aidiez absolument, je le sens, c'est vous qui allez m'aider, j'ai pas de sous, etc. Elle avait très peu d'argent, elle vivait vraiment sur les minima sociaux. Et j'ai été tellement touchée par son histoire, je me suis complètement faite embarquer dans ce piège du sauveur. Et évidemment, elle n'avait pas l'argent pour payer les séances et je lui ai proposé de la recevoir pour 10 €. Oui, tu as bien entendu, j'ai divisé mes tarifs par 5. Ne fais jamais ça. Il ne faut pas faire ça parce que je ne l'ai pas aidée cette femme, parce que elle est venue 1 ou 2 fois, mais elle m'a vraiment complètement embarquée dans son schéma à elle, qui était un schéma de gestion de l'urgence dans laquelle elle venait connecter avec des professionnels qui la prenaient sous leur aile, mais ça durait jamais très longtemps et elle voguait comme ça de professionnel en professionnel, donc on n'est pas allé très loin et moi je me suis retrouvée vraiment très mise à mal dans mon cadre et ça n'a pas été au service de la thérapie. Donc baisser tes tarifs, que ce soit d'une façon officielle en annonçant directement des tarifs très bas ou quand tu es face à quelqu'un qui est dans une situation très très difficile, vraiment faire des tarifs symboliques, je te le conseille pas, c'est pas au service de la thérapie et c'est pas
quelque chose qui va t'aider à développer ton activité non plus. Deuxième erreur que je vois, c'est de ne pas poser de cadre d'annulation des séances. Et ça concerne vraiment tous les thérapeutes. Le fait de ne pas avoir posé à l'avance les conditions de qu'est-ce qui se passe si vous ne pouvez pas venir, ça va mettre du flou. Et le flou dans le cadre génère de l'insécurité. Ça va vraiment être un boulevard pour les forces de résistance à la thérapie. Parce que oui, tout être qui vient en thérapie est soumis à des forces contraires. Il y a sa part saine qui a envie d'aller mieux et qui va dire allez, je sais c'est de l'argent, de l'énergie, mais j'y vais parce que j'en ai besoin et que je me choisis. Et puis il y a la part souffrante qui fuit la confrontation avec les profondeurs et qui va plutôt tirer dans l'autre sens. Donc on a un début de thérapie quand la part saine arrive à s'imposer. Et cette part saine, elle a besoin de soutien. Si tu poses un cadre d'annulation pour les séances, tu soutiens la part saine. Surtout si tu proposes une contrepartie financière en disant les séances, par exemple, les séances qui ne sont pas décommandées 24 heures à l'avance sont dues. Là, la part saine, elle peut se dire ok, on s'est engagé, on y va. C'est vraiment un garde-fou. Donc c'est quelque chose qui va servir la dynamique thérapeutique. Il y en a vraiment besoin. Troisième erreur que je vois, et celle-là c'est peut-être la plus courante, c'est de proposer des séances one shot. Alors dans le système du Dr Bach, il y a une valeur centrale qui est l'autonomie. J'adore l'autonomie. Le gros souci, c'est qu'au nom de l'autonomie, il y a beaucoup de conseillères en fleurs de bac qui ne vont pas proposer de suivi, qui à l'issue d'une consultation va dire « rappelez-moi si vous avez besoin de moi ». Voilà. Donc l'autonomie, oui, évidemment, c'est une valeur centrale pour toutes les personnes qui connaissent la méthode Bach, mais il y a une confusion parce qu'on ne peut pas être autonome au bout d'une séance. C'est un chemin. On ne peut pas être autonome avec les fleurs, on ne peut pas être autonome émotionnellement au bout d'une séance. C'est une transmission sensible qui se fait sur le long terme par l'expérience. Ça va s'étaler sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Alors bien sûr, je ne conseille pas de tomber dans les extrêmes qu'on peut voir chez certains psys qui proposent des séances 3 fois par semaine. Il y a un juste milieu. Pour moi, ne pas proposer de suivi, c'est une erreur à la fois pour le consultant, mais aussi pour le thérapeute. Pour le consultant, c'est le laisser dans la nature, c'est ne pas lui proposer un plan, ne pas lui proposer de processus. Pour moi, c'est ne pas prendre nos responsabilités en tant que thérapeute. Notre responsabilité, c'est de proposer un chemin pour les aider à sortir de l'endroit de souffrance avec lequel ils arrivent lors de la première séance. C'est un peu la même différence qu'on pourrait faire entre un guide de montagne qui fait la randonnée avec toi. Tu vois, il t'accompagne, à chaque croisement, il te montre où aller, il t'explique les espèces botaniques que tu croises, il te montre l'oiseau que tu n'avais pas vu. C'est la différence entre ce guide-là de montagne qui est avec toi et une auberge sur le bord de la route qui va te donner un verre d'eau sur le chemin, et c'est super, un verre d'eau, un repas, merci beaucoup, en te disant oui, vous continuez tout droit, en haut vous allez arriver au col et puis vous redescendez sur le village. C'est pas du tout la même expérience. Et on est d'accord que c'est pas du tout le même niveau d'autonomie. Si tu es un randonneur débutant, il vaut mieux être accompagné par un guide de montagne. Et c'est exactement la même chose en thérapie. Toi, en tant que thérapeute, tu n'es pas une auberge sur le coin de la route, tu es un guide de montagne. En tout cas, tu peux faire ce choix-là. Et c'est le choix que je te conseille. Et puis, il y a des conséquences beaucoup plus pragmatiques pour la viabilité de ton activité de thérapeute. C'est-à-dire que si tu vois les personnes qui te demandent de l'aide une seule fois, imagine les efforts de communication que tu vas devoir déployer pour remplir ton agenda. Et peut-être que c'est pas à cet endroit-là que tu as envie de mettre des efforts. Peut-être que toi, tu as envie de mettre des efforts dans le fait de te former, d'être de plus en plus affûté pour pouvoir accompagner les gens, pas forcément sur de la communication pour que sans cesse de nouvelles personnes te découvrent. Donc en proposant des suivis, tu te recentres plus sur ton cœur de métier qui est celui d'accompagner les souffrances humaines. Quatrième erreur que je vois beaucoup et que j'ai faite aussi quand j'étais dans mon cabinet en tant que psychanalyste, c'est de proposer un seul format d'accompagnement. La plupart des conseillères en fleurs de bac proposent uniquement des séances individuelles et en présentiel. Pour certaines personnes, aller voir un thérapeute dans une séance individuelle, c'est un pas vers eux qui est trop grand. Ils ont besoin, avant de rentrer dans cet espace d'intimité de la thérapie, de sentir qui tu es. Et pour ça, il y a des formats qui sont vraiment adaptés. Par exemple, proposer des conférences ou des ateliers, des espaces où
les gens peuvent venir à toi en étant dans un groupe, c'est beaucoup moins engageant. Ils vont pouvoir sentir si ta méthode et ta façon d'être leur parle, ils vont pouvoir sentir s'ils te font confiance. Donc il y a vraiment, je dirais, une double vertu. Ça va permettre à ceux qui se sentent appelés, qui sont intrigués, qui sont curieux, ça va leur permettre de te découvrir sans trop s'exposer, sans trop s'engager. Et ça va aussi permettre à tes consultants réguliers de garder le lien avec toi, même quand ils vont bien et qui n'ont pas besoin de séances de thérapie. Ils vont pouvoir continuer à nourrir le lien, continuer à garder le contact avec des fleurs en venant de temps en temps à des ateliers ou à des conférences. Donc vraiment, ce format individuel groupe, il a beaucoup de vertus et ça serait dommage de s'en passer. Une autre variante qui peut être intéressante, c'est de proposer à la fois du présentiel et du en ligne. Alors depuis l'épisode de 2020, beaucoup de thérapeutes ont été forcés de commencer à travailler en ligne. Mais c'était un petit peu dans l'urgence, c'est quelque chose qui se prépare. Tu peux tout à fait proposer à la fois du présentiel quand c'est possible et du en ligne si vos agendas ne se coordonnent pas bien pour qu'il y ait un déplacement. Les gens sont de plus en plus habitués au télétravail et à fonctionner à distance, donc ça peut tout à fait être envisageable de proposer des consultations en ligne. Après, à toi de voir si ça te convient et si ça te correspond. Il y a certaines pratiques évidemment que l'on ne peut pas proposer en ligne. La réflexologie, les massages, ça va être très compliqué de faire ça à distance. Mais on peut trouver des entre-deux et je t'invite vraiment à explorer qu'est-ce que tu peux articuler entre le présentiel et le en ligne. Autre chose qui peut être intéressant d'explorer, c'est les formats courts et les formats longs. Une séance individuelle, ça va plutôt être un format court, en général 1 heure, mais on peut aussi proposer des temps plus longs, par exemple des stages ou des retraites, que ce soit en individuel ou en collectif, sur un week-end, voire même une semaine. Si c'est quelque chose qui te parle, je t'encourage vraiment à l'explorer. Tout ça, c'est ce que j'appelle le business model résilient. C'est-à-dire qu'au cœur de ton activité, il y a ta méthode, ton processus de transformation qui est articulé autour des fleurs ou pas. Ce noyau-là, tu vas pouvoir les décliner en différents formats pour gagner en souplesse et en résilience, à la fois pour toi et à la fois pour celles et ceux que tu accompagnes. Avoir un seul format, c'est se priver de cette vaste capacité de résilience que tu peux développer dans ton activité. 5e erreur, proposer des séances trop longues. Je sais qu'on veut bien faire, on veut les chouchouter, on veut les coucouner, celles et ceux qui nous demandent de l'aide, mais le mieux est l'ennemi du bien. Quand on fait des séances trop longues, surtout si ça n'a pas été annoncé, on dit que la séance va durer 1 heure et qu'au final, on garde notre consultant 1h30 ou 2 heures, le risque c'est de gaver notre consultant. Nous, ce qu'on veut, c'est le nourrir, pas le gaver. C'est comme continuer à amener des plats sur la table alors qu'on a fini de manger, on n'a plus faim, stop, il faut arrêter. Les fleurs de bac, c'est une thérapie qui est tournée vers les émotions. Et pour beaucoup de personnes, c'est intense, difficile et ça demande de l'énergie d'ouvrir la porte du monde émotionnel. Peut-être pour toi qui me regarde et qui est thérapeute peut-être que c'est devenu naturel, mais c'est pas du tout le cas pour tout le monde. Et donc c'est pas très agréable de venir pour 1 heure et de se sentir entre guillemets, je mets des guillemets, séquestré pendant 2 heures parce que le thérapeute ne sait pas s'arrêter. Je te donne un exemple. Une fois, j'avais pris une consultation de naturopathie qui était censée durer 1 heure. Et au bout d'1 heure, je voyais qu'on n'arrivait toujours pas au vif du sujet. Et le thérapeute me disait « Non, mais je ne suis pas payée aux pièces, je préfère prendre mon temps. C'est très important pour moi de prendre mon temps. Vraiment, je compte pas mes heures. » Et moi, à l'intérieur de moi, ça disait « Mais laissez-moi sortir, je n'en peux plus. » J'étais venue pour un problème et il voulait faire complètement le tour de la question. Ça a duré 3 heures. Je n'en pouvais plus. À l'époque, peut-être que j'aurais besoin de prendre Centauré, la fleur, pour s'affirmer, pour lui dire « Écoutez, on va s'arrêter parce que là, j'ai ma dose. » Mais en tout cas, j'ai subi et je pense que c'est pas une posture dans laquelle tu as envie de mettre tes consultants. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de faire plutôt des séances plus courtes, mais plus fréquentes, où tu vas pouvoir nourrir tes consultants quand ils ont faim et pas les gaver. 6e piège, qui concerne beaucoup les conseillères en fleurs de bac, mais aussi les naturaux, les astrologues, les numérologues, toutes celles qui envoient un compte rendu par écrit de la séance. Ça, c'est un travail de titan. Je vous salue, mais honnêtement, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas nécessaire. C'est un travail extrêmement chronophage, parfois plus long que la séance en elle-même. Et souvent, c'est lié à la peur de ne pas en donner assez.
et associé à du perfectionnisme. Vraiment, il faut donner tout ce qu'on a. Bon, faut pas oublier que quand on conseille les fleurs de bac, on vise l'autonomie. Donc là, pré-mâcher à ce point, il faut se poser la question. D'autant plus qu'il y a vraiment moyen d'envoyer un entre-deux, c'est-à-dire d'envoyer une trace de la séance sans que ça te prenne plus de temps. Par exemple, tu peux envoyer un petit récap audio qui prend 5 minutes à faire, où tu listes les fleurs à l'oral que tu as mis dans le flacon et tu envoies cet audio à tes consultants. Moi, c'est ce que je fais. Souvent, je le fais même pendant la séance, au moment où je fais le flacon, où je récapitule à l'oral pour vérifier qu'on est OK. Je l'enregistre sur le moment, donc ça ne me demande même pas de travail après la séance. Ce que tu peux faire aussi, c'est prendre en photo les cartes des fleurs pour garder une trace de ce qui s'est dit. Moi, c'est ce que je fais avec mon jeu de cartes. Tu vois, je prends les cartes en photo, comme il y a des messages dessus, en plus ça permet aux personnes de savoir pourquoi elles prennent telle fleur. D'ailleurs, ce jeu de cartes, il est disponible dans ma boutique, je te mets le lien dans la description. 7e et dernière erreur, qui est aussi subtile, mais c'est vraiment celle qui moi m'a mise le plus en difficulté, c'est de ne pas parler de ton histoire dans ta communication. Les gens ont besoin de sentir qui tu es. Non pas quelle école tu as fait ou quel diplôme tu as. C'est pas ça qui est important, c'est pas comme ça que les consultants nous choisissent. Les consultants nous choisissent en fonction de qui on est, de ce qu'on vibre. Donc ça va être vraiment très intéressant de raconter une partie de ton histoire. Bien sûr, pas des parties où tu te sens trop vulnérable, des parties que tu assumes, que tu sens que tu as pleinement transformé, pleinement transmuté, qui sont derrière toi. Ces parties-là, je t'invite vraiment à les raconter avec authenticité et avec émotion, avec sincérité, parce que c'est à cet endroit-là que la connexion émotionnelle va se faire et que les gens vont pouvoir se dire, cette femme, elle a vécu ce que je vis, elle me comprend. C'est ce que j'appelle la vibration initiale. C'est une façon de raconter un petit bout de ton histoire pour pouvoir montrer à quel endroit tu accompagnes, depuis quelle part de ton être tu accompagnes. C'est quelque chose que j'enseigne dans la formation professionnelle que je propose pour les thérapeutes. On prend vraiment le temps d'écrire une base de cette vibration initiale. Alors je t'ai donné quelques pistes pour éviter ces 7 erreurs. C'est quelque chose qu'on explore beaucoup plus en profondeur dans la formation pro Méditant Fleur qui s'adresse aux thérapeutes, à ceux et celles qui doivent le devenir. Et vraiment dans cette formation qui s'étale sur 9 mois, on prend le temps de poser un cadre clair, apprendre à fixer tes tarifs, comment augmenter la valeur perçue de tes accompagnements, comment diversifier les formats, comment construire ton business model résilient, comment apprendre à parler de toi avec cette fameuse vibration initiale. Tout ça, ce sont les axes que je transmets au goutte à goutte pour ne pas te gaver. On se voit chaque semaine où je te partage des enseignements pour que tu puisses intégrer ça et enfin pouvoir développer pleinement ton activité de conseil en fleurs de bac si tel est ton souhait. Si tu n'as pas eu le temps de noter, tu peux télécharger le récap des 7 pièges. Il inclut des questions utiles à te poser pour chacun de ces 7 points pour sentir aussi où tu en es et comment tu peux commencer à trouver des solutions. Et si tu as envie d'en savoir plus sur la formation pro, je t'ai mis toutes les infos dans le lien dans la description.